Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Nous poursuivons notre conversation avec Victoria Mandefield, fondatrice de la start-up sociale Solinum, qui lutte contre la pauvreté en expérimentant des solutions, mesurant leurs impacts et en les généralisant sur le territoire français. Victoria, quels sont les besoins actuels de Solinum ? Aujourd'hui, je réfléchis plutôt c'est quoi les besoins de la société. Parce qu'on n'est pas forcément là pour exister particulièrement, mais plutôt être utile. On est dans un contexte inflationniste, on est dans un contexte de crise successive. Covid, bam, Afghanistan, bam, Ukraine. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu un enjeu où c'est de plus en plus fréquent. Et à chacune de ces crises, nous, on a eu le même enjeu, qui était Soliguide, c'est génial. Dans ces crises, ça permet d'orienter les personnes, d'orienter les Ukrainiens par exemple qui viennent de débarquer, qui ont besoin d'un soutien scolaire pour leurs enfants, qui ont besoin de cours de français, etc. Mais en fait, on n'est pas sur tout le territoire. Ouais. On n'est que, à l'époque du premier confinement, 7 départements. Ensuite, 10 départements, etc. Là, aujourd'hui, on est sur 30 départements, c'est bien, mais c'est pas tout le territoire français, donc il va falloir nécessairement qu'on se déploie. Donc aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de pouvoir se déployer sur tout le territoire, et notamment de contacts, de savoir c'est quoi les acteurs, les associations, les acteurs institutionnels avec lesquels se développer. Parce qu'il est urgent que pour la prochaine crise, qui va arriver, elle arrivera, à ce moment-là, on soit prêt et on puisse orienter les personnes efficacement sur l'ensemble du territoire français, et même ailleurs. Les ambitions qu'on a, c'est de pouvoir être utile partout où on le peut. Aujourd'hui, on a pas mal d'appels du pied d'autres pays européens qui nous disent on est en train de développer un bébé Soliguide et on se dit ils sont en train de faire les mêmes erreurs qu'on faisait il y a 5 ans sur certains trucs, et d'autres trucs sont extrêmement intéressantes, bien sûr. Et on se dit toute cette expérience, on pourrait leur partager. Donc on ne sait pas encore de quelle manière, mais c'est aussi quelque chose sur lequel on aimerait bien être utile. D'accord, super. Je reviens à la notion d'implication. Est-ce que les habitants sont impliqués également dans la création de l'application ou l'aide aux personnes à la rue ? Oui. Forcément, le fait que Soliguide soit développé par quelqu'un, moi, qui était juste citoyenne, qui avait envie d'aider, ça a un petit peu... c'est un peu orienté le projet, donc forcément, on met une belle part sur l'implication citoyenne. D'accord. Et là-dessus, par exemple, on a énormément de bénévoles qui sont des bénévoles traducteurs. Donc, il faut savoir que la précarité en France est très diverse, donc il y a plein de personnes qui viennent d'horizons différents. Et donc, sur Soliguide, on l'a traduit en plusieurs langues. Donc, il y a le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le pachtou, le dari, le russe, l'ukrainien. Enfin, je ne fais pas toute la liste. Et donc, on traduit automatiquement ces infos. Et ensuite, elles sont corrigées par un traducteur ou une traductrice bénévole, qui a un compte sur Soliguide. Donc une manière de s'engager en tant que citoyen, ça peut être de chez soi, ça peut être je suis étudiant, j'ai du temps, ça peut être n'importe quoi, c'est je deviens traducteur Soliguide, je me connecte, je traduis quelques petites phrases, et puis déjà, je peux aider. D'accord, très bien. Et quel est le modèle économique de Soliguide ? Nous, on est une association à but non lucratif, tout ce qui est de plus classique en termes de statut juridique. Par contre, on se définit comme une start-up associative et on pense qu'aujourd'hui, on a plein et on aura de plus en plus demain. En fait, start-up, c'est pas un statut, ça veut rien dire en termes de statut, c'est un modèle d'organisation. C'est-à-dire, je crois que la définition officielle, je vais me faire taper par le petit Larousse, mais je crois que c'est jeune structure innovante à fort potentiel de croissance, un truc comme ça. D'accord. Donc il n'y a pas forcément une idée de lucrativité, pas nécessairement dans la start-up Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais jeune structure innovante, fort potentiel de croissance, on se reconnaît plutôt bien là-dedans. Et en vrai, on pense que pour résoudre les défis de demain, on va avoir besoin de plein de façons de faire. Donc on a besoin d'associations, on a besoin de coopératives, on a besoin d'entreprises lucratives, on a besoin de plein d'acteurs qui vont attaquer tous les problèmes sociétaux, environnementaux de demain. Et donc de plein de start-up et pas start-up qui vont faire plein de trucs. D'accord. Et alors, comment vous vivez financièrement ? Comment ça fonctionne ? Vous avez des subventions ? Comment ça se passe ? On n'a pas réinventé la roue. Nous, on est sur un sujet qui est la lutte contre la pauvreté. Et la contre la pauvreté, c'est la compétence de l'État. Et donc, aujourd'hui, on est cofinancé en général par l'État au niveau local, les D2ETS, les collectivités territoriales, notamment CCAS, notamment villes, métropoles et conseils départementaux, qui sont les chefs de file de l'action sociale. On est également financé par des fondations d'entreprises qui peuvent être locales ou nationales et qui nous apportent un gros soutien, notamment pour les enjeux d'innovation.
Qu'est-ce que je peux dire sur le modèle économique ? Du coup, le modèle économique de Solliquid, il tient notamment au fait que, au-delà de l'impact social, au-delà du côté c'est bien d'aider les personnes en difficulté, c'est efficace, tout simplement. Donc nous, on a pu mesurer, on a fait une évaluation d'impact social avec Anthropia et SEC, qui est un laboratoire spécialisé, qui a pu faire une étude objective qui a pu montrer que pour tout euro investi dans Solliquid, c'est au minimum, et je dis vraiment au minimum, parce qu'on a fait toutes les hypothèses au minimum, 1,93 € d'économie et de valeur sociale créée pour la société. Et nous, on défend beaucoup ça, le côté l'action sociale efficace, en tout cas pour nous, c'est aussi créer de la valeur pour la société. Ouais, clairement. Super. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ? J'ai vu qu'il y avait une autre action qui était l'accueil, c'est ça ? L'accueil de personnes à la rue chez des particuliers. Est-ce que tu veux en parler ? Ouais. Du coup, l'hébergement citoyen en France, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, je pense. C'est tout simplement l'action de t'as quelqu'un qui est en difficulté, qui a été largué par sa meuf, qui a plus d'endroit où dormir peut-être, et tu l'accueilles chez toi sur ton canapé. Ça, c'est l'hébergement citoyen. Et souvent, la différence entre le canapé et la rue, c'est le lien social, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est plein de circonstances de la vie. Et c'est beaucoup comme ça que les personnes, malheureusement, peuvent se retrouver à la rue suite à des difficultés. Donc, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est démocratiser l'hébergement citoyen, qui existe déjà. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes en France qui sont hébergées chez des particuliers. C'est quelque chose qui passe beaucoup sous les radars, parce que forcément, c'est pas compté, c'est pas des places en hébergement d'urgence. Malheureusement, par contre, ces hébergements souvent ne sont pas très cadrés. Et donc, il peut y avoir des moments où ça se passe pas très bien, et où il peut y avoir des remises à la rue, des choses comme ça. Moi, je l'ai beaucoup vécu auprès de personnes que je connaissais, où tout d'un coup, je voyais plus la personne pendant 2 mois, disparu des radars, et tout d'un coup, elle revenait et disait j'étais hébergée par un pote ou par quelqu'un que j'ai rencontré, etc. Le problème, c'est que en fait, dans ces 2 mois, il s'est rien passé, entre guillemets, dans la réinsertion. Et potentiellement des démarches qui ont été abandonnées, etc. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est comment on fait pour que cet hébergement citoyen qui existe de toute façon, on le sécurise, on le cadre, on met des conditions, on met ce qu'il faut, et puis on s'assure que ça s'inscrit dans un parcours de réinsertion. Donc, la meilleure façon de conceptualiser, c'est toujours de le faire. On l'a fait nous-mêmes, donc on a fait l'hébergement citoyen de femmes, chez des particuliers, donc notamment des femmes qui étaient en situation de rue, des femmes qui fuyaient de la violence, et on a fait à peu près 70 hébergements comme ça, donc de personnes qu'on a pu concrètement héberger pour des durées assez longues, de 15 jours à plusieurs mois, parfois 1 an en plus. D'accord. Alors, les personnes se connaissaient ou ce sont pas des du tout. Volontaires C'est des hébergeurs qui se sont dit tiens, je voudrais bien héberger, et nous on les a mis en relation avec des femmes qui nous ont été orientées par les travailleurs sociaux. Ensuite est arrivée sur les entrefaits la crise ukrainienne. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un gros message de l'État qui a été ouvrez vos portes, les Français, ouvrez vos portes, accueillez. Et là on s'est dit bien, mais flippant, parce que ça se cadre tout ça, ça se sécurise. Et les personnes qui sont dans une émotion de toutes ces personnes, je veux les aider, hop, elles vont vouloir aider, mais dans 15 jours, parce qu'elles voudront toujours aider, et dans 1 mois, et dans 2 mois, et quand il y aura les enfants qui crient, etc., est-ce que ça va pas un peu les saouler ? Donc, gros besoin de cadrer tout ça. Donc, ce qu'on a fait, nous, à ce moment-là, c'est que toutes les méthodologies qu'on a créées en faisant l'hébergement citoyen nous-mêmes, on les a mis à disposition en open source. Donc on a mis une boîte à outils qui a été accédée des centaines et des centaines de fois par des acteurs qui se lançaient dans l'hébergement citoyen, justement, sur comment on fait un hébergement, c'est quoi les conventions types, c'est quoi tout, on a tout mis à disposition. Et on a aussi mis à disposition la plateforme qu'on utilisait en interne pour pouvoir gérer les hébergements, pour que d'autres acteurs puissent avoir, tout simplement, réduire la friction et faciliter la gestion des hébergements. Alors après, on en est aujourd'hui. On ne sait pas trop aujourd'hui où est-ce qu'on va aller, parce qu'on ne sait pas où va l'hébergement citoyen en France. On a toujours... c'est un peu flou, et notamment, on a toujours en filigrane l'idée de... Là, aujourd'hui, on veut démocratiser l'hébergement citoyen, mais au fond, ce qu'il faudrait, c'est que personne soit à la rue, et que l'État puisse héberger tout le monde. Et là, c'est une solution un peu pansement, qui est bien, et nous, on défend beaucoup le fait que ça a un autre impact que l'hébergement d'urgence. C'est un impact de lien social, c'est un impact d'inclusion, de plein de choses qui sont vraiment top. Mais voilà, on se dit, mais... Et si demain, l'État se disait qu'il allait construire des hébergements pour tout le monde, construire des logements sociaux, ça serait encore plus efficace. C'est sûr.
Oui, c'est ça. Donc là, ça peut pallier effectivement là, un manque là, dans l'urgence. L'urgence qui dure maintenant depuis toujours, en vrai. Ouais, non, mais c'est ça, c'est clair. Au bout d'un moment, il faut bien qu'on s'organise. C'est ça. Et donc là, actuellement, vous avez plusieurs familles ou plusieurs personnes qui continuent d'héberger des personnes qui sont volontaires pour cet hébergement. J'imagine, vous avez besoin peut-être d'en trouver davantage Aujourd'hui, on ne fait plus des hébergements citoyens nous-mêmes chez Soignum. On fait la mise à disposition des outils pour d'autres associations, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était vachement plus efficace et que c'était là où on était les meilleurs. On a beaucoup de conceptions chez Soignum de comment est-ce qu'on fait pour aider au maximum avec les ressources qu'on a. Et donc, on va toujours se diriger vers là, pas vers ce qui nous fait le plus plaisir, pas vers ce qui est le plus sympa, parce qu'il n'est pas vers ce qui fait les plus beaux articles de presse. On va être là sur, comment est-ce qu'avec nos ressources, nos compétences, nos capacités, on peut être le plus utile pour réellement avoir un impact systémique sur la précarité en France. D'accord. Donc même si finalement c'est créer des outils et puis les proposer à des acteurs de terrain qui sont plus à même de gérer la problématique. Finalement. Ce qui est vachement moins sexy quand on le dit, mais beaucoup plus utile. D'accord. On peut dire que c'est aussi une clé de succès alors, du projet. Est-ce qu'on peut en avoir une troisième de clé de succès sur ce projet ? En vrai, on fait des graines. Je pense qu'on a parlé pas mal de clés de succès. Donc l'équipe, la démarche de co-construction, la stratégie d'essaimage au service du projet. Donc il y a plein de clés de succès sur les projets où je pense que ça peut se retrouver dans à peu près quel que soit l'engagement social, écologique ou autre. Une grosse clé de succès, là où j'ai énormément de chance, c'est qu'on a fait beaucoup de retours d'expérience. J'adore les retours d'expérience d'autres entrepreneurs sociaux. J'ai eu la chance, c'est qu'il y a eu tout un mouvement juste avant moi, donc je pense à peu près 2 ans avant. Et je salue les poteaux de Reconnect, La Cloche, Entourage, Singa, qui se sont tous lancés avant et qui n'ont pas été avares de conseils. D'accord. Il y a une belle collaboration. Il y a vraiment une belle collaboration où les acteurs... c'est vraiment la différence avec le privé, où on est un peu plus dans du concurrentiel, où là, en fait, on a tous envie d'avoir un impact social. Et donc on va se donner des tips, on va se dire t'as fait quoi pour cette situation, ta stratégie d'essaimage, comment et les personnes vraiment dans une transparence de franchement, je te mens pas, ça c'était nul, on s'est foutu dans le mur, c'était n'importe quoi, on va te donner plein de tips. Et ça nous a fait gagner, sans déconner, mais des années. C'est bien, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à croire que les associations entre elles se tirent un peu dans les pattes par rapport au financement, et qu'elles-mêmes peuvent être en concurrence entre elles. Et là, tu viens d'expliquer justement complètement l'inverse, que c'est pas du tout le cas, en tout cas pour les associations avec lesquelles tu travailles, il y a vraiment une belle collaboration. Ce qui semble tellement évident, puisque vous travaillez tous sur le même sujet avec les mêmes objectifs. Je trouve ça hyper intéressant cet enjeu concurrence ou coopération dans le secteur de l'engagement. Parce que en vrai on l'a vécu de plein de façons différentes, la compétition. Je me souviens par exemple à un moment donné on a lancé Soliguide sur un territoire, un nouveau territoire, tous les voyants étaient au vert, ça devait être le plus beau déploiement du monde, et en fait là il y a un acteur qui nous a mis des bâtons dans les roues, qui a envoyé des messages à toutes les associations pour nous dire ne répondez pas à Soliguide. On s'est dit waouh, quand même bizarre, et en fait on s'est rendu compte que c'est parce que cet acteur faisait un guide PDF déjà. Et il a vu arriver Soliguide avec un truc qui était mis à jour de façon régulière, qui était accessible à tout le monde, qui était avec une belle techno, etc. Ils se sont dit ah merde, en fait je suis subventionné pour faire ce guide, et je vais perdre cette subvention et j'ai peur. Et c'est un peu légitime d'une certaine manière, parce que voilà, ça veut dire qu'ils se sont dit ah Manon, il y a des personnes qui travaillent dessus et tout, et à la fois nous on veut jamais tomber là-dessus, donc on dit toujours, et d'ailleurs quand je fais des entretiens d'embauche je dis toujours aux personnes on est là pour disparaître. Et même si on pense que la précarité n'est pas près de disparaître, le fait de se dire que l'objectif c'est la disparition de la précarité et du coup la disparition de Soignum, et qu'on fera la teuf quand ce sera le cas et on sera trop content de disparaître, ça change beaucoup de choix qu'on fait. Et donc par exemple tu fais pas une association de préservation des tigres du Bengale en espérant exister pour toujours. Bah non, t'espères qu'à un moment donné c'est plus besoin d'être protégé, que tu puisses clôturer ton association et faire la teuf. Donc nous c'est une grosse clé de succès aussi, c'est toujours se mettre dans une position on n'est pas là pour exister, on est là pour résoudre un problème. D'accord. Et pour conclure, sauf si tu avais des choses à rajouter,
Est-ce que toi, personnellement, tu peux nous dire un petit peu tes ressources à toi, personnelles? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Ça va pas du tout être sexy de dire ça. Ce qui me fait me lever le matin, c'est la colère. C'est très intéressant, les gens ont plusieurs moteurs de motivation. Ça peut être plein de choses. Moi, honnêtement, c'est parce que j'ai le seum. C'est parce qu'en fait, quand je me suis lancée, j'avais le seum que des personnes soient à la rue en France en 2017. Et on est en 2023. Il y a toujours des personnes à la rue, il y a toujours des personnes en galère alors qu'on va sur Mars. Et c'est vraiment cette colère qui, moi, me pousse au quotidien. En quelque chose de plus positif, bien sûr, de comment est-ce qu'on fait pour aider. Et si jamais ce que j'essaye de faire aussi, c'est de toujours garder un pied sur le terrain, de continuer à faire du bénévolat, des choses comme ça, pour toujours me rappeler de pourquoi je suis là. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Ouais. D'accord, très bien. C'est une bonne énergie en tout cas. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter pour compléter? En termes de ressources également, moi je suis très productiviste dans mon temps, mais parce qu'en fait derrière je considère que j'ai un devoir envers toutes les personnes en galère d'essayer d'aider au mieux, au plus efficacement et d'utiliser au mieux mon temps et celui de mon organisation. Donc c'est ce que je m'impose beaucoup et là-dedans il y a plein de ressources qui existent. Il y a par exemple un livre qui s'appelle La 25e heure, qui explique comment on peut automatiser, optimiser, bien gérer son temps. Ouais. C'est des choses dont je suis très très fan personnellement. Je considère que à chaque fois que je parle à des gens, tout le monde est toujours sous l'eau aujourd'hui. Clairement. Tout le monde est toujours sous l'eau et je trouve ça fascinant parce qu'en fait tu peux être sous l'eau en brassant du vent ou tu peux être sous l'eau en faisant des choses utiles ou tu peux être serein aussi en faisant des choses utiles. J'y suis pas encore, clairement. Mais c'est des ressources importantes, je pense, pour les entrepreneurs sociaux en devenir. Oui, clairement. On prendra la référence, on précisera ça peut aider pas mal de monde de pouvoir effectivement s'organiser, optimiser un petit peu son temps. Je pense qu'il y a un peu cette idée-là. Et merci beaucoup Victoria pour ce beau projet. En général, je souhaite toujours au projet une belle continuation, mais là finalement non. Je te souhaite une bonne disparition. Et puis bravo beaucoup. Voilà, c'est un très beau projet. On vous souhaite en tout cas le meilleur. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup à Victoria pour son témoignage et bravo à toute l'équipe pour leur engagement sur le territoire national. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenus. Démocratiser l'hébergement citoyen pour pallier le manque de place au sein des établissements. Proposer ses propres ressources aux acteurs de terrain pour accroître son efficacité. La richesse du retour d'expérience des partenaires pour gagner du temps dans la construction du projet. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous contacter par mail pour échanger sur votre projet à charlotte.nivelet, @apogée-6ess.org. À très bientôt.